Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Mariem Tamatavarin, qui est maire de la commune de Yèble, qui se trouve dans la région de l'Île-de-France. Nous commençons cette série d'interviews qui se concentre en fait sur les personnes venant de la diaspora africaine et qui excellent en dehors du continent. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marianne, de passer un peu de temps avec elle et puis d'explorer un peu sa biographie. Voilà. Euh, alors, Mariam, nous avons une petite série de questions vers toi pour qu'on puisse un peu plus te connaître et te présenter à notre public. Donc, en premier lieu, on voudrait savoir qui tu es, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi et voilà, un peu sur ton background. Alors, moi, je suis d'origine mauritanienne, donc je suis moitié mauritanienne, moitié marocaine pour être plus exacte. Donc, j'ai grandi en Mauritanie. Je suis arrivée en France en 2000, après mon bac, pour faire mes études supérieures. Voilà, j'ai d'abord habité toujours en région parisienne sur Paris, ensuite en 92 et maintenant depuis 2004, je suis en Seine-et-Marne. Où je me suis installée avec ma petite famille et voilà, où j'ai commencé en tout cas mon aventure de vie municipale. J'ai commencé en 2008 en tant que conseillère municipale dans un premier temps. Ensuite, en 2011, je suis passée adjointe au maire et puis depuis 2014, je suis maire avec c'est mon deuxième mandat, donc j'ai été réélue en 2020. Wow. Wow. Merci bien, ça c'est une belle carrière que tu fais là. Donc, rentrons un peu en arrière. Lorsque tu arrives en France, tu arrives très jeune. Oui. Donc, après ton baccalauréat, je suppose, en Mauritanie. Oui. Donc, tu te décides pour une filière. Est-ce que tu peux un peu expliquer à notre auditoire comment se passe le choix et même pourquoi la France? Alors, dans mon plan de vie, comme tout jeune, on a des grands rêves et on se dit, voilà, je voudrais faire mes études là pour devenir ça. Et puis moi, dans mon plan initial, j'avais prévu de faire mes 2 premières années en France, parce que la France est connue pour son éducation et c'est le côté très théorique, technique au niveau des études. Et j'avais prévu d'aller aux États-Unis pour le côté plus opérationnel. Sauf que la vie ne se déroule pas toujours comme on veut. Et j'ai rencontré mon mari en cours d'études et puis finalement mes plans ont changé. Donc j'ai fait une école de commerce. Et ensuite, j'ai fait un MBA spécialisé en gestion des entreprises avec une spécialité en management financier. Et puis, mon rêve d'aller vivre aux États-Unis, voilà, a changé. Et donc, je me suis mariée très jeune. Je me suis mariée, j'étais encore étudiante. J'ai eu mon premier fils, j'étais encore étudiante. Donc, forcément, les priorités changent. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est pour les enfants aussi qu'on s'était dit, bon, on va s'éloigner de Paris, de cette vie agitée pour essayer de construire une famille au calme. Et que j'ai atterri en Seine-et-Marne. Donc, j'ai atterri dans un petit village. À l'époque, on était à peine 670 habitants sur cette commune. Voilà, mais ça m'a rappelé un petit peu mes origines. J'avais besoin d'espace, moi qui voilà, j'avais un peu de mal avec les appartements. Voilà, on a voulu de l'espace pour nous, pour nos enfants, et je me suis très vite impliquée dans la vie scolaire dans un premier temps. Donc, j'étais déléguée de parents d'élèves. Étant quelqu'un avec du caractère et voilà, quand on a des choses, je vais dire, c'est presque propre aux femmes aussi, on est très tenace quant aux objectifs. Et en tout cas, quand on veut quelque chose, on y met les moyens. Donc, c'est vrai que j'ai été très active au niveau de l'école. J'ai voulu, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été repérée par le maire sortant à l'époque. J'ai été à l'initiative des premiers ordinateurs qui sont arrivés dans l'école parce que je voulais absolument que Wow.
initiés au numérique. Donc, à l'époque, on ne parlait pas d'école numérique encore en France. Mais moi, je voulais absolument que les enfants puissent travailler sur des ordinateurs, puissent savoir faire des recherches, voilà. Mais en tout cas, accompagner le développement du monde numérique qui était naissant à l'époque. Et du coup, le maire sortant à l'époque, le maire qui allait se présenter, qui était un élu sortant, a voulu monter sa liste et puis naturellement m'avait proposé, sachant que j'étais rentrée aussi dans l'association du village, en charge l'animation et puis voilà. C'est vrai qu'on dit souvent que quand j'arrive, c'est toujours une espèce de tornade. J'ai toujours plein de projets, je bouscule un petit peu les habitudes. Et donc voilà, c'est comme ça que naturellement, il m'a proposé la place, donc en 2008. Et puis j'ai dit pourquoi pas, ça me permettait de m'impliquer un peu plus, de prendre aussi ma part de responsabilité dans l'organisation de la société et d'apporter un petit peu ma modeste contribution à la société. Et en 2011, il y a une place d'adjointe qui s'est libérée et encore une fois, c'est naturellement qu'il me l'avait proposé puisque déjà à l'époque, en tant que conseillère, je portais des dossiers du niveau d'un adjoint. Et fin 2013, quand s'est posé la question du renouvellement du conseil, puisque les élections arrivaient en mars, à ce moment-là, on s'était fâchés avec le maire sortant. Alors, ça arrive. Je ne sais pas si c'est le conseil qui était dans l'opposition ou si c'est le maire qui est passé dans l'opposition. Quoi qu'il en soit, il y avait le maire et les conseillers de l'autre côté, puisqu'on n'était pas du tout d'accord avec lui. Et les conseillers sortants qui se représentaient m'avaient demandé de porter la candidature, en tout cas la liste, aux élections. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai un peu plus réfléchi. Je me suis dit, bon, c'est pas du tout, c'était pas une ambition en arrivant en France que de partir sur cette voie-là, d'autant plus que, après mes études, j'ai intégré un cabinet de formation qui travaillait pour l'Afrique, qui avait toujours été mon objectif premier, c'était servir, même en étant à l'étranger, les intérêts de l'Afrique et en tout cas essayer de contribuer au développement des compétences. Et après réflexion et que mes collègues aient beaucoup insisté en me disant si c'était pas parfait, ils partiraient pas. Et puis j'avais commencé des gros projets, notamment en termes de construction d'écoles et tout ça. Voilà, je me sentais responsable des projets que j'avais initiés, que je voulais. Voilà, je me suis dit je peux pas planter tout le monde. Et on est parti dans une nouvelle aventure. Voilà. Et c'est comme ça que je suis devenue mère, en fait. C'était pas quelque chose qui avait été planifié. Au départ. En fait, ça devait être la question qui suivait. Comment ça s'est passé pendant tes études? Est-ce que ça avait vraiment été planifié? Je crois qu'à ce niveau, tu as donné déjà des explications comment tu es passée d'étudiante à mère. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à ces jeunes bacheliers qui arrivent, qui partent de l'Afrique pour pouvoir continuer les études en Europe, avec un peu de recul aujourd'hui, par rapport au parcours que toi-même tu as fait? Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est pas moi, un conseil à donner, comment se préparer pour occuper ce genre, c'est pas moi, de fonctions, de responsabilités que tu as aujourd'hui? Alors, il faut savoir que moi, ma première année en France, je l'ai très mal vécue. J'ai très mal vécu à plusieurs niveaux parce que j'ai été confrontée à un vrai choc culturel. Et ça, c'est important de le dire à tous ces jeunes qui vont arriver en Europe. On est vraiment dans un choc culturel très brutal. Donc voilà. C'est la première des choses, c'est de se dire cette convivialité qu'on connaît en Afrique, le fait de dire que ce n'est que quand quelqu'un vous dit je vous invite à prendre un café en Afrique, on vous invite à prendre un café, c'est que et quand vous arrivez la première fois qu'on dit bon, je t'invite à prendre un café, et puis à la fin on partage l'addition, déjà vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Oh là là, tu nous parles. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qui peut surprendre et qui peut perturber.
Et après, c'est vrai qu'on apprend à vivre dans une société qui est un peu plus individualiste, qu'on ne peut l'avoir en Afrique. En Afrique, on vit toujours avec une grande communauté, avec beaucoup de gens autour de nous. Quand vous arrivez en Europe, vous êtes un peu seul au monde. Donc, il faut supporter cette solitude, même si on a des amis et tout, mais c'est pas pareil. Nous, les tablés chez nous, voilà, il y a toujours des amis, de la famille, alors que ici, il n'y a que vous. Il y a que vous. En tout cas, dans la majorité du temps. Après, il ne faut pas avoir peur des challenges. Moi, je suis devenue experte, on va dire, en la matière, et je me suis trouvé une vraie vocation dans ça, à se dire voilà, moi je suis arrivée en Seine-et-Marne, je suis arrivée dans un village où ce qu'on appelle l'abri. Donc il faut imaginer un peu le contexte qui est très rural, avec beaucoup de gens qui ne sont très peu sortis du territoire. Je parle même du territoire départemental, alors je ne parle même pas du pays. On était deux familles étrangères, donc on était clairement deux familles noires. L'une était installée depuis très longtemps sur le village et qui venait des Antilles, et la mienne. Donc c'est vrai qu'au départ c'est assez rude. Le regard des gens, voilà, on a l'impression d'être un petit peu une pièce rapportée. C'est vrai. Après, il faut pas se démonter. Moi, j'avais des enfants qui étaient scolarisés. Je voulais pas me cacher. Je voulais pas être exclue de la vie Donc, les premiers enfants qui étaient scolarisés, c'était les enfants de mon mari. Donc, c'était mes beaux enfants. Comme ils vivaient chez nous, pour moi, c'était les miens. Et j'avais envie, je me dis, je vis dans un village. J'ai choisi de vivre dans un village et non pas dans la grande ville. Donc, maintenant, il faut que je l'assume. Et il a fallu, il faut pas se dégonfler, il faut y aller. Quand vous avez la certitude de faire quelque chose qui est juste et qui est réalisable, il faut se donner les moyens. Et c'est vrai que j'ai pas voulu m'enfermer dans cet esprit communautariste en disant je vais fréquenter que les gens qui viennent d'Afrique. Moi, de toute façon, je suis à un carrefour de métissage. Donc, ma mère est marocaine, mon père est mauritanien, ma grand-mère est sénégalaise, mon mari est haïtien. Vivre en communautarisme, ça aurait été un peu difficile parce qu'il aurait fallu choisir déjà la communauté que je voulais fréquenter. Et voilà, je me sentais capable de faire de grandes choses et j'avais envie, et puis je me suis dit de toute façon, je ne peux pas laisser les autres m'empêcher de vivre, en tout cas poursuivre mes envies et une carrière d'abord professionnelle. Et même si ça a été très difficile, faut s'imaginer quand vous arrivez dans un territoire où on vote systématiquement 33-34% de Front National à chaque élection, on ne vous accueille pas à bras ouverts. Donc ça, Après, l'éducation qui est la mienne et qui est celle de beaucoup, qui est faite de beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, font le fait de travailler, de montrer qu'on n'est pas là pour se faire valoir, ou en tout cas pour prendre la place de qui que ce soit, le travail paye. Le travail paye toujours. Moi, tout au long de ma carrière, que ce soit professionnelle ou politique, c'est un constat qui est irréfutable. C'est le travail paye. Voilà. Si vous travaillez, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Si vous avez confiance en vous, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, on va tout faire. Vous allez avoir tous les obstacles du monde pour vous empêcher d'arriver là où vous êtes. Mais peu importe. Moi, je me suis toujours dit, je vole personne. Je fais ce que je pense être juste. Je fais ce que je pense être bien pour moi et ma famille. Donc, à partir de là, et j'ai toujours une devise qui dit qui ne tente rien n'a rien. Moi, je vois. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Non, mais et puis il faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Moi, quand on fait une rétrospective de tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici, je n'ai jamais coché les cases classiques. D'ailleurs, je suis assez connue pour ça. À chaque fois qu'il faut sortir des sentiers battus, ou à chaque fois qu'il faut être dans l'innovation,
je fonce tête baissée, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive. Et face à la difficulté, moi je dis toujours, il n'y a que des solutions. Il faut juste trouver la bonne solution. Donc, et c'est ce qui permet d'avancer. C'est vrai, parfois trouver la bonne solution, c'est pas toujours facile, évidemment, quand il y a pour ces jeunes, pour ce qui arrive, quoi. Donc du coup, si on n'a pas, je sais pas moi, un idéal quelque part, un mentor ou un coach, ça devient un peu difficile et beaucoup n'en connaissent pas. Est-ce qu'il y a toujours, c'est pas moi, une recommandation, dire aux autres, allez vers ce que vous croyez être des idéaux ou alors des coachs, rapprochez-vous d'eux, essayez de comprendre ce qu'ils ont fait pour mieux vous munir, quoi, pour mieux se préparer. Est-ce que c'est pas ça un peu quelque chose qui pourrait réconforter tous ces jeunes-là? C'est sûr que se dire, de regarder autour de soi, de se dire si eux ont réussi, pourquoi pas nous, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut surtout se dire, c'est que on a le droit de se tromper, d'accord. Quand on tombe, ce n'est que pour mieux se relever. Donc, et il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Moi, je pars toujours du principe que si si la finalité n'est pas celle que j'attendais, c'est pas grave. C'est une expérience que j'ai vécue, ça me permettra de mieux faire la fois d'après. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas avoir peur de se tromper parce que ça vous enrichit, ça vous fortifie. On en ressort que plus fort au final de ces expériences. Personne n'a la science infuse, personne n'a les bonnes solutions, personne n'a la bonne parole. On essaie chacun de faire au mieux avec les moyens qui sont les nôtres. Ce qui peut vous sembler très bien, peut sembler dérisoire pour quelqu'un d'autre. Ce qui peut sembler dérisoire pour quelqu'un d'autre peut vous sembler énorme pour vous. Donc voilà, on ne peut pas se comparer. La vie que je mène, moi, me convient parfaitement, peut ne pas convenir à quelqu'un d'autre, ne peut ne pas convenir à ma sœur, qui de même mère. On est chacun différent dans notre nature et on est chacun différent dans nos envies et les envies peuvent changer. Donc, faut pas s'obstiner. Voilà, on se trace un chemin de vie et il faut pas se fermer les portes. Il faut pas se dire moi c'est ça ou rien. Non, parce que vous pouvez être meilleur, vous pouvez avoir quelque chose qui vous apportera plus humainement ou professionnellement que ce que vous aviez prévu au départ. Et il ne faut pas oublier surtout une chose, c'est qu'en grandissant, au fur et à mesure des années, on mûrit. On mûrit d'expérience, on mûrit de la vie par rapport à ce qu'on a pu vivre. Et les choses ne sont pas les mêmes. Quand on regarde aujourd'hui, quel que soit notre âge, les concessions qu'on est prêt à faire aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'on faisait à quelques années auparavant. Il y a des choses qu'on acceptait il y a quelques années qu'on n'accepte plus aujourd'hui et vice-versa. Il y a des choses qu'on n'acceptait pas il y a quelques années qu'on accepte aujourd'hui. Donc, c'est le propre de l'humain. Donc, et une fois qu'on a intégré ces 2-3 principes, après, j'ai envie de dire, il n'y a plus rien qui vous arrête. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Ouais. Ça, c'est bien dit, Madame la maire. Oui, merci beaucoup. J'allais rajouter, en fait, quand tu disais qu'il faut jamais avoir peur de tomber et puis de se relever, etc. Je pense aussi qu'il faut jamais avoir peur ou honte pour certains de demander de l'aide, finalement. Tu vois, parfois, c'est vrai, on arrive. Parce que là, par exemple, tu nous dis quelle était notre expérience et nous voyons ça, je pense, exactement de la même manière. Quand tu arrives, tu es un peu dans un univers qui est complètement différent, où tu es un peu seul. Mais c'est vrai que demander de l'aide, regarder, chercher peut-être du mentoring de temps à autre qui te permettrait d'avancer peut-être plus rapidement, peut-être en faisant moins de ce qu'on appelle communément erreur, mais peut-être en allant plus rapidement. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir honte et peur de demander de l'aide. Même au-delà de demander de l'aide, moi je dirais, il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir. Il n'y a pas de personne à la science infuse, encore une fois. Moi, aujourd'hui, même avec toutes les années d'expérience que j'ai dans la vie politique, je n'ai aucun mal à dire à un moment donné, stop, on arrête tout, moi, je n'ai pas compris. Expliquez-moi. Ou je ne sais pas. Ou je ne sais pas. Donc, il ne faut pas avoir. Et je pense que c'est un trait de caractère que les gens apprécient, parce que cette honnêteté intellectuelle de dire à un moment donné, je ne sais pas faire, ou je n'ai pas compris, ça vous permet d'avancer. Parce que les gens, du coup, ils prennent
malgré ce qu'on peut penser, les gens prennent vraiment le temps à ce moment-là de vous expliquer, de vous accompagner et ils apprécient cette honnêteté de se dire bon, au moins elle le dit. Elle sait pas. Elle le dit. Une des seules, mais non, mais je pense que honnêtement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Vous savez, il n'y a pas de manuel pour devenir maire ou devenir conseiller municipal ou quoi que ce soit. Moi, j'ai dû tout apprendre. Au fur et à mesure des sujets, au fur et à mesure des dossiers. Moi, il m'est arrivé d'interrompre des réunions où on est 30-40 personnes, où tout le monde avait l'air de super bien comprendre le sujet. Je dis, excusez-moi, on fait une pause. Moi, vous me réexpliquez. Les termes que vous utilisez, je ne les comprends pas. Expliquez-moi. Et pourquoi ci, et pourquoi ça. Ça n'agace pas, au contrairement à ce qu'on pense. Et les gens sont super contents de me dire, oh, bah, attendez, je vais lui expliquer, moi, je vais lui expliquer à elle. donc voilà. Et comme vous pouvez apprendre à d'autres personnes certaines choses. Et la vie, elle est faite d'apprentissage. Tous les jours, on en apprend. Il ne faut juste pas avoir honte, comme tu dis, ce sentiment de complexe, d'infériorité, parce qu'on arrive souvent dans nos pays avec un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident, parce qu'on nous a toujours dit l'Afrique en voie de développement, l'Afrique sous-développée, l'Afrique, voilà, tous les mots du monde. Donc, on arrive en se disant, bon, on tâtonne, je suis pas chez moi, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux me permettre de m'imposer? Bah si, imposez-vous, je veux dire, c'est pas... personne n'a le monopole de rien du tout, c'est du moment que ça se fait dans le respect et que ça se fasse dans les règles de l'art. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous arrivez et que vous dites je vais changer la culture de mon voisin, non, ça ne marchera pas. Clairement. J'ai la mienne, tu as la tienne et on respecte mutuellement nos cultures. Oui, là, ça fonctionne. Mais et je pense que le problème que toutes nos sociétés, non pas seulement occidentales, souffrent, c'est ça. C'est que chacun veut imposer sa vision des choses et la culture de l'un sur l'autre. Mais ça... je veux dire, on en revient aux guerres de croisade, j'ai envie de dire. Tout à fait, tout à fait, c'est vrai. Aujourd'hui. C'est vrai. Non, merci beaucoup pour cette explication ample sur comment t'en es arrivé là. Et moi, maintenant, je voudrais aborder le sujet plus, on va dire, technologique. Étant donné que Africa 50, c'est une plateforme digitale, nous sommes extrêmement intéressés par ce que la digitalisation partout, en fin de compte, fait déjà dans le monde et bien particulièrement en Afrique. Alors, on sait qu'en 2014, tu as été, je pense, la première mère en France qui a osé et, je pense, été éclatante de créativité pour pouvoir faire appel et recours au crowdfunding pour pouvoir financer une école, donc l'école dont tu nous as parlé, qui était en voie de construction. Il me semble que ça n'a jamais été fait, en tout cas pas dans le milieu et pas dans le, on va dire, dans le domaine public. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue l'idée et surtout quelles étaient les réactions de l'extérieur? Parce que c'était très créatif quand même. Oui, c'était pas seulement une première française, c'était une première mondiale. Comment dire, utilise une plateforme de crowdfunding, financement participatif, pour financer une infrastructure telle qu'une école qui, dans l'esprit des gens, revient à la responsabilité de l'État. Sauf qu'en France, les strates administratives ne sont pas du tout faites comme ça. Les écoles élémentaires, primaires et maternelles dépendent directement du maire et de la collectivité locale en tant que mairie. Et moi, j'étais donc en tant qu'adjointe, j'avais construit une maternelle qu'on a construite de façon classique, subvention classique, emprunt. Et je pensais avoir un peu plus de temps pour trouver les financements pour construire la deuxième partie pour les plus grands, donc pour la primaire. Et finalement, quand on arrive en responsabilité, on fait un diagnostic, on se rend compte que les bâtiments, ils tiendront pas le temps qu'on avait prévu. On se rend compte qu'on a un accroissement de population qui est très important, qu'on va avoir des ouvertures de classes, que si je ne mettais pas des locaux en face, qu'on enverrait les enfants dans d'autres communes. Et puis, une école, c'est très important dans nos villages.
Et en discutant avec les élus, je lui ai dit, mais moi, coûte que coûte, il me faut une école pour la rentrée prochaine. On se débrouille comme on veut, mais je peux pas emprunter parce que je viens de faire un gros emprunt pour la maternelle. Et je dis, mais si je pouvais, je la financerais moi-même. Et puis, j'ai 2-3 collègues qui disent, bah, bien sûr, si on pouvait, on aurait financé, on financerait nous aussi. Là, je lui dis, bah, attendez, je vais vous prendre au mot, vous êtes tous prêts à donner quelque chose? On dit, bah oui, bien sûr, s'il faut donner quelque chose, on est tous prêts à donner quelque chose. Je lui dis, bah, on n'a qu'à lancer un appel aux dons. Et là, mes collègues, connaissant aussi un peu mon tempérament, un peu surpris au départ, en me disant, mais tu y arrives, nous, on te suit. Et là, ce soir-là, j'ai passé la nuit, mais vraiment la nuit, à chercher sur les réseaux, sur Internet, quel est le moyen de faire cet appel aux dons et de rassembler les gens autour d'un projet. Et en fait, j'ai cherché toute la nuit, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé des supports pour des artistes, pour des créations d'entreprises, mais rien. Le lendemain matin, première heure, j'appelle l'avocat de la commune. Je lui dis, écoute, moi je suis embêtée, j'ai une idée, mais j'ai pas trouvé de documentation sur le sujet. Il me dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, bah voilà, je veux lancer un appel aux dons. Comment ça, un appel aux dons? Comment ça pour une école? Je lui dis, bah voilà, pour faire une école, moi j'ai pas le choix, j'ai pas envie de fermer l'école, et puis j'ai pas envie de voir l'école fermée sans avoir tout essayé. Et il me dit, mais si ça marche pas, je lui dis, bah c'est pas grave, je pourrais me regarder dans une glace et je dirais que j'aurais tout essayé. Et puis il me dit, bah, je vais faire des recherches juridiques. Donc oui, il part sur la partie juridique, et puis j'appelle une plateforme, à l'époque ça s'appelait My Major Company, et je leur expose mon problème. Elle me dit, ah, c'est un beau projet, madame le maire, mais sauf que nous, on fait pas les mairies, les bâtiments publics, c'est pas une église, c'est pas... Oui, c'est vrai. c'est pas du patrimoine qui pourrait passer par la Fondation de France. On voit pas trop comment. Je dis, écoutez, moi, ce que je vous demande, c'est de me recevoir, et puis je vais vous trouver la solution. Donc, j'ai été reçue, d'ailleurs, ce qui n'était pas courant, par le directeur de cette plateforme en personne, qui me dit, mais pourquoi vous en arrivez là? Et je lui explique mon problème. Et il me dit, bon, on veut bien faire une expérience avec vous, on veut bien, voilà, on va voir comment on va monter ce projet, en me disant, à l'époque, vous savez, les demandes tournaient autour de 3 000 €. Je dis, oh non, 3 000 €, pas question, on va tous perdre du temps, oui, il me faut au minimum 40 000 €. Moi, on me dit 40 000, on n'a jamais fait des projets aussi gros. Et en plus, on ne connaît pas et tout. Je dis, vous vous occupez de la plateforme, moi, je vais faire le bordage juridique. Et on tente, il me dit, mais madame le maire, si vous n'atteignez pas 40 000 €, vous allez tout perdre. Je lui dis, ça, c'est pas votre problème. Moi, j'ai juste besoin d'un support, et vous inquiétez pas, les 40 000, je vais les attendre. Il me dit, vous savez, vous avez que 3 mois. Je lui dis, mais ne vous inquiétez pas, je vais les attendre. Vu la motivation, la conviction qui était la mienne à ce moment-là, il me dit, bon, on va tenter le coup, on vous fait un contrat bétonné en disant, nous, on n'est pas responsable si vous n'y arrivez pas. Et donc, j'appelle le trésor public qui me dit, oh là là, c'est quoi encore votre truc, on ne sait pas comment on va faire et tout. Je lui dis, mais ne vous inquiétez pas, moi, j'ai tout planifié dans ma tête. Donc, j'ai créé des actes juridiques. J'ai créé un programme, j'ai créé des délibérations, j'ai fait valider ça par des avocats. C'est monté à Bercy. Bercy a rappelé le trésor en disant, mais elle est complètement folle, cette femme, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Je dis, moi, bah oui. C'est soit vous suivez, moi je vais le faire de toute façon, vous ne pouvez pas m'empêcher de le faire. Et dans la loi, rien m'interdit de le faire. Donc l'argent va arriver, vous vous débrouillez comme vous voulez. Soit vous faites comme j'ai dit et vous le mettez sur le programme et on fait passer ça comme des dons, parce qu'on peut donner des dons à une mairie, mais venant d'une plateforme, ça n'existait pas. J'ai fait un bordage juridique, j'ai bétonné le truc, c'est passé, de toute façon vous n'avez pas le choix, j'avais mis ça en route. Et cette opération, effectivement, elle avait fait écho dans le monde entier parce que, pour la petite anecdote, en cours de français à Shanghai, le sujet, c'était l'école de Yale financée par du crowdfunding. Non, c'est excellent. J'ai des Russes qui sont venus en interview, enfin, j'ai fait des interviews pour le Canada, enfin bon, bref, ça a vraiment fait un retentissement international. Il faut savoir que ce que j'ai créé là a fait l'objet d'un décret présidentiel parce que les compteurs se sont affolés.
Les élus ont vu que ça commençait à marcher et tout le monde a voulu faire la même chose. Sauf que les trésors, moi j'avais eu beaucoup de chance, c'est que mon trésorier à l'époque était une femme qui était absolument extraordinaire, qui devait avoir le même petit grain de folie que moi, qui me dit j'adore votre façon de faire, allez, on va discuter tout le monde, c'est pas grave, les patrons vont pas être contents, mais allons-y. Et je pense que les autres trésoriers n'ont pas dû réagir de la même façon. Et du coup, les parlementaires se sont saisis du sujet et ça a fini par faire l'objet d'un décret donc, qui est sorti le 16 décembre 2015. Un an plus tard. Voilà, un an plus tard, qui reprenait exactement point par point ce que j'avais mis en place, quoi, pour permettre aux collectivités d'accompagner. J'ai accompagné pas mal de collectivités et c'est là où on se dit petite commune où personne n'avait jamais entendu parler de Yèvle, s'est retrouvé, on a parlé de Yèvle pendant des semaines et des semaines, tous les jours. J'ai fait tous les super médias, que ce soit télé, radio, j'ai même fait des magazines People, enfin. C'est assez drôle parce excellent quoi. Juste avant Kylie Minogue, je dis celle-là je l'attendais pas, mais c'est pas mal. C'était une belle aventure humaine quand même. Et au bout du bout, il faut savoir que moi j'ai levé 1 million d'euros au final grâce à ça. Donc, 1 million d'euros, tu as levé, waouh! J'ai levé 1 million d'euros grâce aux subventions parce que l'État devait me donner 100 000 euros. Et puis après, quand ils ont vu tout ce que ça fait comme tapage médiatique, je suis passée à 325. À l'époque, j'avais écrit au président Hollande qui m'a dit, écoutez, je vous donne sur ma réserve personnelle 50 000 euros. Tous les parlementaires, à l'époque, les parlementaires pouvaient donner de l'argent sur la réserve parlementaire. Tous les parlementaires de Seine-et-Marne avaient donné. Participer au projet. Les entreprises ont donné. Mon entreprise qui a construit avait mis 80 000 euros sur la table en disant ça c'est notre participation à l'école. Au fur et à mesure de la construction, ils nous ont donné 100 000 euros supplémentaires. Donc au final, voilà, sur une école qui m'a coûté 1,2 million, j'en ai levé 1 million. Taxe, ça m'a coûté 1 million. En fait, ça m'a quasiment plus rien coûté. Je veux dire, à tout casser. Une fois la récupération de TVA faite, j'ai payé 120 000 euros à peu près. Donc voilà, ça a sauvé notre école, ça a sauvé la vie dans le village. Et puis tout le monde, c'était un vrai engouement. Je veux dire, tout le monde s'était pris au jeu, tout le monde, ça en est où? Et puis nous, on avait joué le jeu, poussé le truc jusqu'à mettre un panneau devant la mairie avec tous les jours le montant qui changeait. Donc, c'était excellent. Voilà, on a créé vraiment on a impulsé vraiment une vraie motivation et en tout cas un vrai engouement autour de ce projet. Et même les entreprises avaient une pression de folie en disant attention, le monde entier regarde cette école. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit à l'erreur par rapport à ça. Et en 3 mois, on a construit une école. Voilà. Wow. En 3 mois, mais c'est un record, quoi. C'est un record. Voilà, ça a été du jamais vu. Les gens pensaient que ça allait être du grand n'importe quoi. Je l'ai ouverte au public, l'école, pour que les gens voient que finalement, c'était pas des boîtes qu'on avait posées, mais que c'était de vrais murs, c'était de vraies classes, qu'on n'était pas éclairé à la bougie, que c'était une vraie école. Il y a combien d'élèves, alors, du coup, qui sont dans cette école? Aujourd'hui, on est 150 élèves. Il y a 150 élèves aujourd'hui. Wow. Qui fréquentent ce bâtiment. Ils étaient un peu plus. Bon, après, en fonction des années, ça varie d'une année sur l'autre. Mais bon, ça nous a permis d'avoir une super école. Ouais. Et du coup, ça a sauvé la vie de ces élèves, non, en gros? Parce qu'ils allaient repartir ou leurs parents pouvaient déménager ou comment ça allait se passer? En fait, c'était 2 choses. Soit les parents qui déménageaient, donc clairement. Le problème, c'est que quand on laisse partir des familles, on devient une commune vieillissante. Donc, il n'y a plus de vie. Exact, ouais. Soit on se serait retrouvé en ce qu'on appelle en regroupement pédagogique pays et les enfants ont été pris dans des bus pour être transportés dans d'autres communes. Dans d'autres, Et ça, pour moi, il n'en a jamais été question.
D'ailleurs, le jour de l'inauguration, parce que c'était dans l'air du temps, de regrouper les écoles, de faire de grands groupes scolaires voilà, par zone, par territoire, plutôt que de faire des petites écoles. Et le jour de l'inauguration, le préfet, je me souviens en disant, parce qu'il y avait un parterre d'élus, forcément, moi j'avais invité tous les donateurs et tous les financiers à cette inauguration, et il disait, attention, Yèble, c'est la jurisprudence Yèble. Prudentielle. Ne refaites pas la même chose. Et du coup, oui, effectivement, ça a sauvé la vie du village. Hein. C'est pas que ça n'a pas sauvé que la vie des parents, ça a sauvé la vie du village. Donc, excellent, franchement excellent. Donc c'est vrai que ah oui, non, ça a été une très très belle aventure humaine. Humainement, ça a été très très intense et très riche. Hein. Pendant 3 mois, ça a été tous les jours avec son lot d'émotions, de surprises. Non, franchement, ça a été une belle aventure. Non, mais très belle aventure parce qu'on a vu que tout le monde a communié. Il y a eu une contribution, il y a chacun s'est mis à fond pour quelque chose de bien, quoi, le bien-être du village, l'éducation des enfants et tout ça. Ça parle. L'éducation, ça parle aux gens, en fait. Exactement. C'est une très bonne chose, quoi. Je ne sais pas comment se comporte, comment est l'école aujourd'hui avec la situation sanitaire que nous vivons, le Covid et tout ça, la digitalisation qui est aussi arrivée, la numérisation qui est arrivée dans les écoles. Est-ce que les enfants font-ils de la télé didactique? Vont-ils à l'école aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont tous les moyens à la maison de s'offrir soit un ordinateur, soit une tablette numérique pour voir suivre les cours didactiques? Comment ça se passe aujourd'hui dans ta commune? Pendant le confinement strict, effectivement, on s'est posé la question du digital, parce qu'en fait, les cours passaient tous par l'intermédiaire du digital, hein, donc et tout ça. Toutes les familles n'ont pas des ordinateurs. Donc, nous, on avait pris le parti de prêter des ordinateurs à toutes les familles qui en avaient besoin. En termes de photocopie, nous faisions les photocopies en mairie, on les distribuait chez les gens directement, parce que je ne voulais qu'aucun enfant reste sur le carreau par manque de moyens. Ça aussi, comment dire, aujourd'hui on est vraiment, quel que soit, c'est vraiment devenu une politique nationale de mettre le numérique au cœur des écoles. L'école de Yèble est une des écoles les plus avancées numériquement parlant. Voilà, nous, nos enfants travaillent déjà sur vidéoprojecteurs, sur des livres interactifs, dès la maternelle. Moi, j'ai voulu introduire ça dès la maternelle. Et on va plus loin. Là. D'ailleurs, ce soir, on travaille sur un nouvel apport d'équipements informatiques et numériques où on va quasiment essayer de ne plus avoir de cahiers pour les enfants. Pour pouvoir avoir et on vise une labellisation, donc on est inscrit pour avoir le label d'école numérique. On est déjà labellisé en éco-développement, donc on a pas mal de labels. Mais c'est extraordinaire ce que tu expliques. Franchement, c'est très avancé par rapport à beaucoup d'autres institutions internationalement, même pas qu'en France, à vrai dire. Hein. Wow. En tout cas, je sais que par rapport à notre secteur, on est très très avancé et on a été vraiment pionnier en la matière parce que nous, on n'a pas attendu que l'État dise l'école numérique pour parler d'école numérique. Hein. Je vous dis, moi, dès 2006, 2005-2006, les enfants avaient déjà des ordinateurs dans les classes. Hein. Ils avaient déjà des vidéoprojecteurs dans les classes. Mais c'était un choix. Après, c'est un choix politique. C'est un choix parce que c'est des investissements qui sont lourds. Moi, depuis 1 an, ils ont la fibre maintenant dans l'école. Les tablettes, les classes, ce qu'on appelle les classes numériques, c'est-à-dire que plus d'utilisation de papier vont arriver à la rentrée prochaine dans l'école. Et c'est vrai que de toute façon, moi, je suis une partisane du zéro papier. Hein. Je veux dire, la première chose que j'ai faite en arrivant en mairie, c'est de dire maintenant, ça suffit, les dossiers à ne plus en finir et des archivages qui débordent. De toute façon,
moi, je travaille sur beaucoup trop de choses pour me balader avec des caisses. Avec des papiers, partout. Partout. Donc, j'ai mis en place des serveurs, j'ai mis des dossiers partagés. Moi, j'avais mes prédécesseurs, ils ne travaillaient jamais avec des ordinateurs. Moi, je fais tout passe par le numérique aujourd'hui pour chez moi. Il y a très peu de papier. On a très peu de papier en mairie et je sais qu'on est très avancé en la matière par rapport à ça. On est même passé au parapheur électronique en fait. Électronique. C'est bien. Voilà, même c'est devenu aussi quelque chose qui est poussé par le gouvernement, mais nous, on a toujours été en avance par rapport à ça. Ce qui fait que ce que les gens font aujourd'hui, nous, on l'a fait déjà il y a 6-7 ans. Donc, on a déjà dépassé ce stade. Et c'est vrai que c'est important pour plusieurs raisons, parce que pour moi, le numérique change fondamentalement la vie des gens. Dans un premier temps, en termes de gain de temps, en termes de gain de productivité, en tant que gain financier, parce que du coup, vous usez moins de cartouches, moins de papier, moins d'encre, et en plus, c'est très écologique, parce que forcément, on gaspille moins de papier, et c'est vrai que c'est... voilà, il faut partir dans cet esprit. Pour moi, c'est pas un ennemi, c'est un allié que d'utiliser le numérique. Alors, on entend, oui, le piratage. Là, depuis 2 jours, à Strasbourg, les serveurs d'OVH, qui est quand même un serveur qui héberge beaucoup de sites de nos prestataires, a pris feu. Donc, ça a bloqué pendant pratiquement 24 à 48 heures beaucoup d'institutions dans toute la France. n'est pas que local, mais c'est pas grave parce que le jeu de plusieurs sauvegardes permet de continuer à travailler. Et les sites qui ont été les plus bloqués, ils ont été bloqués maximum 24 heures. D'accord, après c'est reparti. Après c'est reparti. D'accord. Voilà, après le risque zéro n'existe pas. Pas du tout. Voilà, les gens qui ont du papier, moi je viens de prendre la présidence d'un syndicat. Quand je me déplace au syndicat et que je demande des documents, il faut aller les chercher aux archives, vous me sortez des papiers. Et j'ai dit non, attendez, non, c'est pas possible. Elle a dit, vous voyez, elle a pris un quart d'heure pour aller me chercher le papier, alors que vous auriez un ordinateur, ça aurait été sur un serveur, en 3 secondes, on avait l'information, je peux pas travailler comme ça. Donc, je suis en train aussi de mettre ça en place dans ce syndicat-là. Et je dis, mais demain, s'il y a le feu, il y a 0 sauvegarde en papier. Donc, alors, c'est vrai. On peut sauver nos documents. Donc, donc, pour moi, c'est important. Même le journal communal, les flash infos qu'on distribue aujourd'hui, moi, je donne la possibilité. Alors, je n'ai pas fait le 0 papier parce qu'on a quand même pas mal de personnes âgées qui ont encore un peu de mal avec l'outil. Ça. Donc, les gens ont le choix. Ils ont le choix de le recevoir de façon numérique ou de façon papier. Et toutes les instances auxquelles on envoyait avant en format papier, aujourd'hui, je leur envoie uniquement au format numérique. Voilà. Et ça passe très bien. Et puis, nos personnes âgées, on est en train de mettre en place des formations pour les former au numérique, parce qu'aujourd'hui, tout passe par le numérique. Même vous voulez payer vos impôts, aujourd'hui, c'est par Internet. Il n'y a plus le papier, voilà, a tendance à disparaître et va disparaître à un moment ou à un autre. C'est vrai, tout à fait. Bon. Tu as souligné, nous on pense exactement la même chose. C'est vrai que le numérique avance et au lieu de le considérer comme un ennemi, je pense qu'il faut vraiment le prendre comme un ami et y aller beaucoup plus rapidement que la planète évolue en fait. Tu vois, par exemple, tu parles de ton école et je pense que ça souligne à quel point la numérisation rentre dans tous les secteurs de notre vie, de notre économie. Nous soutenons la plateforme et nous soutenons les services qui sont proposés là-dessus dans la mesure où on pense que la digitalisation, elle permet non seulement, par exemple, d'aider l'éducation, ça permet d'aider les gens, ça permet de financer des projets, ça permet de montrer des choses qui seront peut-être pas vues, ça permet même de chercher de l'emploi, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est une très, très bonne chose. Merci pour le côté digitalisation parce que c'est vrai que parfois,
et d'un point de vue, tu sais, plateforme digitale, là on parle avec une mairie d'un tout petit village en France, bah, c'est vrai que, enfin, je trouve que c'est assez étonnant et je pense que tu es une personne progressiste avec énormément de créativité et une vision très précise, qui est la vision que la numérisation va à un certain moment prendre pratiquement la totalité de notre vie. Donc c'est très intéressant. Ouais. Et maintenant, je voudrais parler et aussi présenter à l'audience le fait que tu n'es pas seulement, ce qui est étonnant, parce que tu as des enfants, tu as une famille, tu as une mairie à gérer, tu as des villages, enfin, tu as un village à gérer, mais non seulement tu fais ça, mais tu es aussi quelqu'un qui s'occupe donc de ce centre de formation de la filière à Paris dont tu nous as parlé en tout début de l'interview, qui s'appelle Cogefi Afrique, qui est donc dans tout ce qui est formation, préparation de des leaders d'aujourd'hui, de demain et de la main-d'œuvre en Afrique. Est-ce que tu peux un tout petit peu nous parler de la mission et de pourquoi tu penses que le fait de supporter et de permettre ce support à la main-d'œuvre en Afrique est très important aujourd'hui? Alors, moi, je travaille pour un groupe, oui, effectivement, tu l'as dit, que j'ai fait à Afrique. Donc, il faut savoir que c'est un groupe qui est décomposé en plusieurs filiales. Donc, on a la filiale qui est destinée aux dirigeants, à la très, très haute fonction politique et publique, qui est Top Management Afrique. Et on a une filiale qui s'occupe de tout ce qui est évacuation médicale, prise en charge médicale, qui travaille beaucoup avec les sociétés ou avec les ministères de la Santé ou les sécurités sociales des différents pays africains. On a une filiale Afrique qui est, comment dire, dédiée à la nouvelle technologie, Afrique. Et la filiale pour laquelle moi je travaille s'appelle CAPER, pour être plus précise, et on est dédié, nous, à toute la fonction africaine publique, parce qu'on travaille qu'avec le réseau public, entreprises ou institutions publiques, opérationnelles. Qu'est-ce que j'appelle les opérationnels? C'est tout ce qui est cadre et qui ne sont pas dans la stratégie. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui était très important parce que la mission, c'est vraiment aider au développement des compétences africaines. Et donc, c'est un groupe qui a plus de 30 ans d'existence aujourd'hui, ça fait 32 ans qu'on existe. Donc, la formation, les compétences en Afrique, on l'a vu évoluer. D'accord. Moi, j'ai intégré le groupe en 2008. Donc, on a vu comment a évolué la compétence africaine. Et l'Afrique se professionnalise et monte en compétences de plus en plus. Les aberrations qu'on voyait en début de carrière, on ne les voit plus aujourd'hui. L'exigence qui était en début de carrière n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Et c'est pour moi la mission de ma vie, j'ai envie de dire, qui est de dire, voilà, je contribue à quelque chose, comme je le fais au niveau de la mairie, je contribue à changer la vie des gens. Et là, elle n'est pas à l'échelle communale ou à l'échelle intercommunale ou départementale. Là, je contribue à un changement, même si aussi modeste soit-il, mais bon, si chacun prenait sa part de responsabilité dans cette affaire, on serait très loin aujourd'hui. Mais je contribue, moi, au développement des compétences sur le continent entier africain, plus particulièrement l'Afrique francophone. C'est pour ça qu'on propose un panel très 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 large de formation et jamais je ne laisse tomber un client. Quelle que soit sa demande, je ferai en sorte de lui apporter la meilleure formation. Et puis d'ailleurs, on a une charte qualité en ce sens qui fait que quelle que soit la formation, on est toujours dans l'excellence. Donc, et s'il y a le moindre doute sur la qualité ou sur la satisfaction du client, bon, ça m'est arrivé une seule fois dans ma carrière, c'est de dire, bon, je ne sentais pas 100% satisfait des clients parce que la demande, et ça c'est un problème
très, très typique en Afrique, c'est que le problème, au départ, on nous demande des choses, on cible des besoins et qu'au fur et à mesure de la formation, on se rend compte, nous, professionnels, que c'est pas forcément de ça qu'ils avaient besoin. D'accord? Parce que ces besoins étant définis par des managers, par des responsables, par une feuille de route gouvernementale, et on se rend compte qu'on avance vers un cheminement qui n'est pas le plus adapté, même si c'est une demande client qui exige, parce que des fois on nous exige des contenus, hein, on a vraiment un cahier des charges très précis. Dans ces cas-là, donc ça m'est arrivé une fois, c'est de dire stop. On arrivait à la fin de la formation, j'ai dit ok, maintenant on a répondu aux besoins que vous avez exprimés, on refait une formation et on va vous faire une formation avec les besoins qu'on a détectés. Donc, et à ce moment-là, les clients, ils sont complètement aux anges en disant mais c'est exactement ça. Je dis oui, mais si nous on avait les mains liées, si vous nous aviez laissé faire au départ, on serait arrivé directement à ce résultat. Et le fait que quelqu'un ne puisse ne pas être satisfait de cette formation, même si il n'y a pas eu d'erreur de notre part, même si on a répondu qu'un cahier des charges, voilà, la satisfaction, elle doit être à 100%. Il n'y a pas. Moi, je dis toujours à mes clients, vous pouvez ne pas être content du séjour, vous pouvez ne pas être content de l'hôtel, vous pouvez ne pas être content de la pause café qu'on vous a servi. Mais la seule chose que je ne tolère pas, que je n'accepte pas pour moi-même, c'est que vous ne soyez pas content de votre formation. Si la formation s'est bien passée, ma mission est remplie. Si la formation ne s'est pas bien passée, à ce moment-là, il faut que je me remette en question et que je reprenne mes responsabilités par rapport à ça. Donc, et ça, c'est très important. Et c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas, qui n'est pas commun en Afrique, en fait. Cette déontologie sur laquelle on insiste beaucoup et on est très rigoureux et on refuse par exemple, de donner des certificats de formation comme beaucoup de nos concurrents font sans que la formation n'ait été dispensée. Nous, on s'est fâché avec beaucoup de gens qui ont demandé ça. On a dit, il en est hors de question. Et hors de question que je vous donne un diplôme où il y a mon nom dessus, alors que vous n'avez pas été formé. Parce que quand vous allez revenir dans votre entreprise, parce que pour nous, on part du principe qu'une formation payée par une entreprise ou une institution africaine, c'est un investissement. C'est un budget, une formation. Vous voyez quelqu'un à l'étranger, c'est un vrai budget. Donc, il faut que l'entreprise, l'institution et le pays aient un retour sur investissement. Et retour sur investissement, il ne peut exister que si la personne a réellement fait sa formation. Puisqu'au derrière, on assure une SAV, ce qu'on appelle une SAV, c'est-à-dire que quand la personne retourne à son bureau et met en application ce qu'on lui a appris, s'il rencontre une difficulté, il recontacte son consultant et puis on avance avec lui, puis il y a un certain suivi derrière pour savoir si tout se passe bien et s'il n'y a pas besoin d'approfondissement, si les outils sont bien adaptés. D'ailleurs, tous nos formateurs sont formés, à la réalité africaine. Donc, on ne peut pas travailler avec n'importe qui sur nos formations. Et on n'a pas de formation standard, même si on a un catalogue qui peut laisser penser ça. On peut faire la même formation 10 fois elle sera différente parce que l'exigence qu'on a, et d'ailleurs, des fois, ça fait grincer les dents des consultants, c'est de dire, moi, je ne veux pas de support tout fait. Moi, je veux un support spécifique à la personne qui ne peut s'adapter qu'à la personne que vous avez en face de vous. On a plus de travail pour chacune des formations et c'est ce qui fait que ça fait bientôt 33 ans qu'on existe et que ça passe qu'on reste assez en tout cas qu'on reste crédible déjà dans un premier temps et qu'on reste parmi les entreprises les plus sérieuses, on va dire, sur le marché africain. On n'a pas bien sûr qu'on est une entreprise commerciale, mais tout ce qui travaille dans la société sont des gens qui sont vraiment investis d'une mission qu'ils se sont donnée eux-mêmes, qui est et d'une vraie volonté. En fait, on a un job qui donne du sens à notre vie. D'accord ? À la vie des gens qui prennent la formation, bien évidemment. Oui, tout à fait. Je veux dire, moi, j'ai un MBA en poche, je pourrais devenir. J'ai eu des propositions de poste avec des salaires 2-3 fois plus supérieurs à ce que je peux toucher. Ça m'intéressait pas parce que ce que je fais a du sens. Et quand
quand on a cette chance d'avoir un job qui paye vos factures et qui donne du sens à votre vie et à ce que vous faites. Et qu'on aime, oui. Et qu'on aime et qui nous comble. J'ai envie de vous dire, même si vous me rajoutez un zéro derrière, voilà. C'est ça qui va me faire changer d'avis. Ah ouais, c'est compréhensible, hein? Ouais. Non, c'est vrai. Oui, non, mais ça fait de toi vraiment un leader, quelqu'un qu'on peut suivre, quelqu'un qu'on peut admirer, parce que je pense que, comme tu disais dans l'un de tes interviews, c'est une organisation militaire que tu dois avoir autour de toi pour pouvoir gérer tout ça. Pour pouvoir gérer et la formation des cadres et les compétences, enfin contribuer aux compétences en Afrique et former les élèves, aider à l'éducation et puis gérer la commune, bien évidemment, parce que je pense que c'est l'un de tes, on va dire, de ton occupation principale. C'est vrai que ça doit être extrêmement courageux de se mettre dans ça et de se dire que tu vas y arriver, parce que je pense que dans tous les cas, comme tu te le dis très souvent, tu n'as pas le choix. Je dois y arriver. Il faut prendre ses responsabilités. Exactement. C'est vrai. Exactement. Alors, moi, du coup, c'est vrai que là, on a parlé de ces différents sujets, de comment tu en es arrivé, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, comment tu as pu t'imposer en tant que mère, et puis la digitalisation qui aujourd'hui fait partie apparemment vraiment de Yeble finalement. Tout le monde regarde maintenant la commune en se disant vous êtes en avance. Est-ce que du coup, par exemple, si aujourd'hui on parle du continent africain, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, sachant que le continent a une démographie exponentielle, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi et énormément de jeunes quand même. Et on le sait tous, les jeunes, c'est des gens qui veulent donner, qui veulent se rendre utiles, qui veulent fournir quelque chose à la communauté, être des précurseurs de quelque chose. Est-ce que tu penses que le continent est prêt à la digitalisation massive qui arrive? Et on va dire, qu'est-ce que tu dirais, quels sont les attributs qu'une plateforme digitale qui justement permet d'entrer sur le continent de manière informatique, digitale, devrait avoir? Alors, le problème de l'Afrique, c'est la question. Alors, effectivement, il y a deux choses qui se posent en Afrique. Les infrastructures. Donc ça, c'est le principal problème. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps en Afrique, une communication coûtait les yeux de la tête. Donc, ce n'est que téléphonique. Donc, il y a un souci d'infrastructure, un retard en termes d'infrastructure qui aujourd'hui est en train d'être rattrapé partout, puisque nous, on est intervenu sur certains dossiers étatiques par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. On intervient beaucoup dans la digitalisation au sein des ministères. Donc, c'est quelque chose vraiment qui arrive, qui commence à se mettre en place. Et il se met en place d'abord parce que les bailleurs de fonds le demandent. Donc, alors c'est bien d'un côté parce que du coup, ça nous a obligés à nous y mettre à cette digitalisation. Le deuxième problème, c'est la mentalité. En fait, on n'a pas encore ce réflexe digital, en tout cas pour nos gouvernants qui sont aujourd'hui en poste. Cette génération de jeunes qui arrivent sur le marché du travail ou ces jeunes diplômés qui arrivent sur ce marché du travail, eux, ont cette culture digitale. Donc pour moi, l'Afrique arrivera à un moment donné où, dans très peu de temps, plus vite qu'on ne le croit, à dépasser ce niveau de digitalisation par rapport à ce qu'on connaît en Occident. Pourquoi ? Parce que déjà, on a appris des erreurs de nos prédécesseurs. Hein, donc, on n'est pas plus bête que les autres. Hein, ce qui ne marche pas, on ne reprend pas. Les technologies sont suffisamment avancées pour qu'on ne soit pas sur des phases d'expérimentation. Donc, on va arriver sur des technologies qui sont déjà performantes. Donc, on va arriver avec des outils qui vont être très efficaces tout de suite. Et c'est vrai que nous, par exemple, sur nos formations, on a essayé le e-learning. Et le e-learning ne fonctionne pas, effectivement, parce qu'il y a ce problème d'infrastructure. Mais au-delà de ça,
c'est une question de mentalité. Les gens se disent, attends, je vais pas, moi j'ai droit à une formation, je préfère aller à l'étranger, faire ma formation, ça me fait en plus une petite balade, ça me fait un petit peu de per diem, en plus ça me permet de régler d'autres problèmes parce que j'ai ma fille qui fait ses études, parce que j'ai un problème de santé ou quoi que ce soit, plutôt que de faire ça sur place, derrière mon écran, voilà. Donc, mais nous on le sent, ça commence à bouger. Ça commence à bouger parce que, encore une fois, parce que c'est les bailleurs de fonds qui exigent que les formations se fassent sur place, parce que les gouvernements, restrictions budgétaires, voilà, au lieu d'envoyer 3 personnes à l'étranger, je peux en former 10 sur place, et ce qui est une réalité financière. C'est vrai. Et commence à se tourner vers ces outils-là, parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'Union européenne, la Banque mondiale ou la BAD, aujourd'hui, 90% des transactions ou de la documentation se trouvent sur des sites internet ou sur des plateformes en ligne. Et donc, petit à petit, on y arrive. Hein. Donc, faut pas être pessimiste pour notre continent. Moi, je sais que, je suis convaincue qu'on doit, nous, acteurs professionnels, nous préparer à, en tout cas, être prêt au moment où l'Afrique le sera. L'Afrique commence à l'être, ne prend pas encore la mesure et l'ampleur de la chose, mais elle développe cet aspect de digitalisation. Aujourd'hui, ça se développe plus vite en Afrique que ça ne se développait en Occident. Ça, c'est indéniable. On le voit par rapport. Moi, je vais prendre l'exemple sans citer de pays. On a été sollicité sur plusieurs ministères au niveau des sécurités sociales en disant, écoutez, nous, on a des agences, des collaborateurs qui sont au fin fond du village, au bout du fond du pays. On a des navettes avec les dossiers, les courriers qui vont et qui viennent à la capitale. Ça prend un temps fou. Aidez-nous à changer ça. Et quand on met en place, cette forme de travail, ce partage de documents informatiques, mettre en place des serveurs, qui permet de se dire, on peut presque traiter un dossier sans se déplacer au fin fond du pays pour répondre aux besoins de la population, parce qu'on peut pas forcément ouvrir des agences partout, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas suffisamment d'agents qui peut sillonner le pays pour couvrir la globalité, la totalité du territoire, comme on le fait sur la capitale. Les gens se rendent compte de l'outil extraordinaire que c'est, en fait. De se dire, finalement, le fait de soulager leur quotidien, le fait de répondre à de vraies problématiques étatiques, on n'est même pas sur des problèmes personnels, sur des vraies problèmes étatiques, on se rend compte que finalement, c'est une vraie voie à explorer. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et c'est pour ça que l'Afrique investit massivement aujourd'hui dans les infrastructures de télécom, sur Internet. On parle de la 5G en Afrique, alors qu'elle n'est même pas encore déployée en France. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'on avance plus vite que ne l'ont fait les Occidentaux, en tout cas dans ce domaine-là. Donc, je pense que cette génération qui elle, cette génération Y, comme on l'appelle, qui est née avec le digital, qui le voit, les plateformes sur Internet, les réseaux sociaux. Les jeunes aujourd'hui grandissent avec ça. Un jeune va préférer un téléphone portable avant un livre. Ça, c'est une réalité. Et ça partout. Oui, partout. Absolument, je pense dans le monde entier, tu vas avoir la même réaction. Exactement. Mais en Afrique, aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont connectées à Internet, au téléphone, par rapport à la date d'apparition de cette technologie en Afrique, est énorme par rapport à ce qu'elle était en France ou en Allemagne ou dans n'importe quel autre pays occidental. Donc, c'est pour ça que c'est important d'investir dans la digitalisation. C'est important de
de travailler sur la mentalité, sur les mentalités et montrer tous les avantages que ça peut avoir. Et c'est surtout important que ça vienne de l'Africain lui-même et non pas parce que ça lui est imposé par tel ou tel bailleur. Je pense qu'il faut laisser aussi le temps au temps, que cette génération d'anciens quitte le pouvoir, que les jeunes puissent arriver, s'installer. Et à mon avis, voilà, comme j'utiliserai le même terme que j'utilisais en début d'entretien, il va y avoir une tornade qui va tout balayer et qui va tout derrière. On y croit. Non, on y croit complètement. Je veux dire, c'est quelque chose qui est complètement réaliste et qui se vit, qu'on voit. Moi, c'est palpable. Dans mon métier, je le vois. Je vais vous raconter une anecdote. Au début de ma carrière, je recevais des secrétaires de président de la République. Je n'ai pas dit de secrétaire de ministre ou de chef d'entreprise, des gens de la présidence qui ne savaient pas gérer un agenda électronique. Mais quand on leur posait, mais comment vous faites pour gérer, quand vous n'êtes pas là, comment ça se passe, ça leur semblait complètement normal. Et quand on les a initiés sur l'agenda électronique, c'est des personnes qu'on a vues quelques années après qui me disent, mais mon Dieu, heureusement comment j'aurais fait? Et en plus, tous les 4 matins, il change de rendez-vous, il annule des rendez-vous, il met des rendez-vous, le Premier ministre, il voulait ci, le ministre machin voulait ça. Il me dit, mais heureusement que c'est sur Internet, oui, parce qu'ils utilisent Internet, que c'est sur l'ordinateur. Et maintenant, quand je ne suis pas là, ils n'ont plus besoin de moi pour connaître l'agenda présidentiel. Et c'est comme ça, petit à petit, on change la façon de travailler et les mentalités des gens. Donc, et je pense que le principal frein, mais vraiment, sincèrement, le principal frein aujourd'hui, ce n'est même plus une volonté, c'est vraiment l'infrastructure qui manque. Voilà, c'est les infrastructures. Oui, c'est vrai, c'est l'infrastructure qui manque. En fait, c'est que nous aussi, nous avons remarqué en nous décidant de créer Africa 50 parce qu'il y a eu ce manque d'infrastructure. Quelque chose qui pouvait ramener tout le monde sur une même base. Le numérique, la numérisation, de toutes les façons, ça a pris son envol. Il n'y a pas de raison que l'Afrique reste en arrière. Elle est devant. Puis bon, comment ils appellent partout en Afrique, cette génération Android. C'est clair que, voilà, c'est clair que, bon, tous ces milliers de jeunes qui sont là, ils trouveront quelque chose d'ici, je ne sais pas moi, 2050. Et il faut préparer le terrain aujourd'hui. C'est là, les atouts sont là. Et si tout le monde met sa pierre dans la construction de cet avenir, je crois que c'est pas pour rien que tout le monde se rue vers l'Afrique. Hein. On parle déjà dans les années 50, 60, 70, l'Afrique, c'est l'avenir. Je crois que plus que jamais, c'est vraiment là où tout le monde ira. Déjà en termes de population, puisque toute la main-d'œuvre, en 30 ans, sera en Afrique. Mais de toute façon, c'est un vivier. Ce vivier, c'est la réserve du monde. Exactement. Donc, les Africains n'auront plus besoin de se déplacer, resteront sur place. Ils vont vendre leurs services étant en Afrique. Il fait chaud, c'est la bonne vie, c'est la végétation qui est là, qui est belle. Tout est bien, on est sur place, quoi. Donc, voilà. Vrai, on a en Afrique, oui. Voilà, je crois qu'il est grand temps pour nous de dire, écoutez, restons sur place. On encourage ceux qui sont là en leur donnant ses moyens, en fait, ces infrastructures. Chacun mettra comment tu appelles, s'investirait dans le développement. Et puis, avec des gens comme toi, qui sont là, qui ont déjà eu cette expérience, qui font beaucoup de bonnes choses ici en Europe, je crois que l'Afrique en profitera. C'est ma façon de voir les choses, en fait. Je suis convaincu. Mais on voit, de plus en plus d'investisseurs se tournent vers l'Afrique. Des grandes entreprises internationales investissent massivement en Afrique. Et quand on parlait d'infrastructure, aujourd'hui, Orange investit partout, dans tous les pays, s'installe. Moi, je vois autour de moi des gens de la diaspora qui rentrent les uns après les autres en Afrique en se disant l'avenir, c'est pas ici, c'est là-bas. Donc, oui,
l'avenir, c'est l'Afrique. Je vais dire, et c'est pas parce qu'on est africain qu'on le dit. Je veux dire, le monde le reconnaît. Non, non, oui, exactement. Enfin, il y a une démographie extraordinaire, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses encore à développer. Et du coup, c'est là où tout se passe finalement. Donc, enfin, nous, c'est pour ça qu'on s'appelle Africa 50, Africa 50. C'est parce que on regarde 2050 et on se dit, il faudrait qu'on puisse faire quelque chose aujourd'hui, mettre ce système en place, ce système d'écosystème finalement qui permettrait à tout un chacun de venir, de donner quelque chose, de recevoir et puis de contribuer dans la mesure où, comme on le voit finalement, bah, les choses se font quand on, comment dire, quand on demande de l'aide finalement. Tu vois, le cas du crowdfunding, ça nous le montre. Le cas où tu as parfois besoin de quelque chose, tu peux demander. Et c'est le système qu'on veut mettre en place. Donc c'est vrai que nous, on regarde énormément l'Afrique et on pense que c'est là que les choses vont se passer. D'ici 2050, il faut y être. Et vous y serez. Non, mais c'est vrai, avec le soutien comme le tien, donc ça nous permettra d'y être et d'encourager tout ce beau monde, quoi. Je crois que c'est une bonne chose. Très bien. Bah écoute, ouais, on te remercie, on te contemple de l'extérieur maintenant. C'est vrai que c'est extraordinaire ce que tu nous racontes, ce que tu arrives à accomplir du jour au jour, et puis ce que je pense que la communauté, comment elle bénéficie de ton dynamisme, de ton envie de t'involver dans la vie de cette communauté. Et puis comme Richard disait, bah, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent pourront d'une certaine manière te voir comme un leader et puis pourront suivre d'une manière aussi les choses que tu as faites et le dynamisme que tu répands. En tout cas, merci. C'est très gentil et voilà, je suis sûre que mon cas n'est pas isolé et qu'on est tous capables de faire mieux que ça. Faut pas se poser de barrières et de limites. Et puis, j'ai juste envie de dire, allez-y, foncez, quoi. Rien ni personne ne peut vous arrêter. Et puis, au pire, tombez, relevez-vous et vous serez plus fort, quoi. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Merci. Un excellent mot de la fin. Merci beaucoup, Marielle. Merci de nous avoir consacré le temps. Et puis, très bon courage pour tout ce que tu fais. Merci. Continue à faire de bonnes choses ailleurs et puis n'oublie pas l'Afrique, quoi. Non. On ne choisit pas entre ses enfants. C'est vrai. Tant pour moi. Très bien. À bientôt. Merci. Bonne journée. Bye bye. Au revoir.